Bonjour à tous, bienvenue dans Pause Durable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne au service de l'environnement avec Olivier Delanef qui vous expliquera plus exactement qu'est-ce qu'il fait à la nef. Mais avant cela, je vais vous parler du dispositif Acteurs du Paris Durable. Donc le dispositif Acteurs du Paris Durable, c'est celui qui a mis en place du coup la pause durable. Donc je travaille pour les Acteurs du Paris Durable. C'est un dispositif de la ville de Paris et son but, c'est d'initier, favoriser et faciliter les initiatives des Parisiens et Parisiennes, donc aussi bien entreprises, associations, particuliers, qui veulent œuvrer pour un Paris plus durable. Et donc, du coup, c'est surtout un réseau d'acteurs et d'actrices du Paris durable où on peut se rejoindre, échanger, changer le monde autour de notre lieu dont je vais vous parler tout de suite. Donc, le dispositif des acteurs du Paris durable, c'est plusieurs outils. Donc, tout d'abord, un site et ses réseaux sociaux. Donc, le site, c'est acteursduparisdurable.fr où vous pouvez avoir des actualités concernant tous les acteurs qui font partie du réseau. On est à peu près 6000. Vous avez des fiches pratiques dans lesquelles vous pouvez, par exemple, comment devenir éco-volontaire, comment consommer la mode durablement, comment ouvrir une AMAP, etc. Et aussi être au courant des différents événements qui se passent en région parisienne ou en ce moment en ligne. Et donc voilà, ce mois-ci, vous avez chaque mois un thème et ce mois-ci, c'est les 10 ans des acteurs du Paris durable. Donc voilà, vous avez une petite vidéo pour remercier tous les acteurs du Paris durable. Donc c'est à peu près 6000 profils, 18 000 visites par mois. Et donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la newsletter, Twitter, YouTube. Et maintenant, nous avons pour les 10 ans Instagram. C'est aussi un lieu. Donc le lieu s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable qui est dans le 4e arrondissement de la ville de Paris, qui est actuellement fermé, mais qui en général accueille plein d'événements gratuits et ouverts au grand public. Donc vous avez le rez-de-chaussée qui peut accueillir une centaine de personnes. Et vous avez à l'étage 3 petites salles qui peuvent accueillir des ateliers et des formations gratuites au grand public, toutes sur la thématique de la transformation écologique de Paris, ou en tout cas une vie plus durable. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site pour savoir quand est-ce que les événements auront lieu. C'est aussi des formats, et donc parmi ces formats, vous avez la pause durable dont je vais vous parler tout de suite. Donc la conférence en ligne Pause durable, qu'est-ce que c'est? Ça met en avant un acteur du réseau pendant 1 heure sur un sujet. Et ça se termine par des questions-réponses, c'est tout simple. Donc parmi les anciennes pauses durables, donc là aujourd'hui nous sommes à la 13e édition, vous pouvez retrouver les anciennes, les anciennes éditions sur YouTube, sur notre YouTube que vous avez accès avec le lien en bas. Et donc, on a parlé déjà, par exemple, de la réduction des déchets, de l'alimentation durable, des perturbateurs endocriniens, l'autonomie en énergie, le zéro déchet, de plein de sujets différents. Et la prochaine pause durable sera sur quelles questions se poser sur une consommation éclairée. Pour plus d'infos, vous avez le lien, mais je vous le mettrai dans le chat de toute façon. Et si vous avez un projet à suggérer en lien avec la transformation écologique des Parisiens et des Parisiennes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à au pluriel du Paris durable @paris.fr avec comme objet projet pause durable. Et donc maintenant, je vais laisser place à Olivier pour nous parler d'épargne au service de l'environnement. Merci d'être venu à cette visioconférence. Donc je m'appelle Olivier Hourte. J'ai 2 fonctions dans la vie. La première qui est une fonction purement professionnelle, mais qui est passionnante aussi. Donc je suis cadre commercial dans l'édition. Et si je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience avec vous, c'est en tant que sociétaire actif à la nef. Alors la nef, je vais le présenter tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est un sociétaire actif? En fait, c'est quelqu'un qui a des parts sociales dans cette société financière, mais qui, estimant que le projet mérite vraiment qu'on s'y attarde, est aussi bénévole.
Donc en fait, je suis un bénévole à la nef, c'est-à-dire que je donne le maximum de mon temps pour faire la promotion de la nef, pour faire découvrir la nef au grand public et aussi pour rencontrer des emprunteurs de la nef. Ça, c'est de la deuxième casquette des sociétaires actifs, pour aider les chargés de crédit, les banquiers itinérants, donc tous des métiers un peu interpellants et merveilleux, pour les aider dans leur relation avec les emprunteurs. Donc, on pourra en parler et échanger autour de ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de l'épargne au service de l'environnement. Euh, mais avant de voir ce que c'est que l'environnement, que vous connaissez tous, qu'est-ce que l'épargne? Alors l'épargne, c'est très très simple, c'est la partie du revenu qui, pendant une période donnée, n'est pas dépensée. On peut avoir plusieurs raisons d'épargner, hein. D'abord, c'est une épargne de précaution, c'est avoir une réserve, c'est se prémunir contre les risques, les risques et les aléas de la vie, contre le chômage, contre la maladie. Une autre raison pour épargner, c'est de se constituer un patrimoine. Alors, soit pour avoir un complément de revenu, soit pour léguer un capital à ses descendants, ou aussi tout simplement ne plus payer de loyer en achetant un appartement ou une maison. Une troisième possibilité, une troisième raison d'épargner, c'est pour avoir des liquidités en vue d'une dépense proche ou plus ou moins éloignée. C'est par exemple prévoir ses prochaines vacances ou c'est acheter une voiture. Et enfin, mais ça c'est une raison qu'on évitera d'aborder, c'est réaliser une épargne de spéculation pour acquérir des titres ou des actions. Alors pourquoi on ne va pas l'aborder? Puisque le titre, c'est l'épargne au service de l'environnement et que la spéculation, c'est surtout au service de soi-même. Donc c'est vraiment spéculer pour son propre intérêt et non pas l'intérêt de la planète. Donc voilà, donc on n'abordera pas ça. Donc voilà ce que c'est un petit peu que l'épargne. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'épargne au service de l'environnement. Donc, il faut se poser deux questions. D'abord, dans quelle banque vais-je épargner? Vais-je placer mon argent? Et quel produit d'épargne choisir? Donc, pour répondre à cette première question, nous allons vous montrer une petite vidéo, alors réalisée par la nef, donc à la fin, on vous parlera de la nef, mais la première partie de la vidéo va pouvoir vous interpeller. Voici Sylvie. Fidèle à ses engagements, elle est la reine du tri sélectif. Gare aux déchets qui croisent sa route. Elle croit en l'économie circulaire et en une terre plus propre. Pourtant, sans qu'elle s'en rende compte, son épargne finance des entreprises qui émettent une quantité de gaz à effet de serre record. Quoi? Mathieu, lui aussi, est une personne de conviction. Jamais un gâchis d'énergie, toujours à l'affût. Armé de son destrier de fer et de son ingéniosité sans limite, il est prêt à tous les efforts pour le bien de sa planète. Pourtant, son épargne participe malgré lui au développement d'énergies polluantes et non renouvelables. Et enfin, il y a Léa. Consommer bio et local, c'est son credo. Consciencieuse et avertie, elle ne manque jamais une occasion pour soutenir les producteurs locaux. Pour elle, bien manger rime avec santé. La sienne et celle de la planète. Et pourtant, sans qu'elle le sache, l'épargne de Léa finance l'agro-industrie. Je crois pas, non. Hein? Mon épargne, je la confie à la nef, la banque éthique 100% transparente. Et je sais exactement où va mon argent. Il finance des projets écologiques, sociaux et culturels. Et tout ça depuis mon canapé. La notion d'argent n'est pas forcément reliée spontanément à celle de l'environnement et celle de la planète. Donc quand vous achetez des vêtements français, vous savez que vous allez limiter l'empreinte carbone par la réduction des transports. Quand vous consommez bio, vous savez que vous allez limiter le recours aux pesticides. Quand vous créez un compost chez vous, vous savez que vous allez réduire le volume des déchets. Mais on n'a pas toujours de lien, on ne sait pas tout de suite évident que déposer son argent à la Société Générale ou dans une autre banque, une grande banque ou à la nef change quelque chose à la protection de l'environnement. Et pourtant,
Et pourtant, alors on va vous faire travailler, on va commencer à vous faire travailler. Ok, donc en 2020, BNP Paribas a financé les énergies fossiles pour combien en euros? Réponse A, 1 milliard. Réponse B, 40 milliards. Réponse C, 300 milliards. Donc il y a du 50-50 entre la réponse B et C. Alors, eh bien non. C'est vrai que traditionnellement, on aime bien dans ce genre de quiz faire gonfler les choses et toujours faire en sorte que la réponse soit la plus costaud ou la plus grosse. Là, non, on est sur 40 milliards. Mais 40 milliards, effectivement, comme dit Eva, on ne sait pas trop à quoi ça représente. Il faut savoir qu'en 2019, le déficit de la France était de 73 milliards d'euros. Donc quand on dit 40 milliards, ça veut dire qu'une seule banque, la BNP Paribas, a financé pour la moitié du déficit de la France des énergies fossiles. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous faire prendre conscience, c'est qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais le seul fait d'avoir son salaire versé à la Société Générale ou BNP Paribas. Alors j'ai pris BNP Paribas, mais j'aurais pu prendre exactement de la même façon Société Générale ou Crédit Agricole. On est sur à peu près les mêmes proportions. Donc voilà, vous faire prendre conscience que sans y prendre attention, le seul fait de déposer son argent dans une grande banque peut financer des énergies fossiles. Alors c'est d'autant plus difficile à prendre conscience que les grandes banques font un peu tout pour essayer de vous convaincre que mettre son argent chez BNP Paribas ou à la Société Générale, c'est vertueux. Donc là, vous avez une diapo qui a été faite par les Amis de la Terre, donc sur un guide qui s'appelle Choisis ta banque. Toutes les sources, les liens vers toutes les sources vous seront communiqués par Eva. Donc vous aurez la possibilité de regarder un petit peu plus en détail chaque guide ou chaque étude menée par les Amis de la Terre. Il y en a d'autres par Oxfam. En l'occurrence, celle-là, c'est très très simple, c'est très visuel. Ma banque a dit, ma banque a fait. Ma banque a dit, oui, c'est génial, nous avons consacré 6 milliards d'euros aux énergies renouvelables entre 2004 et 2014. C'est vrai, mais ce qu'elle oublie de préciser, c'est que avec 52 milliards d'euros entre 2004 et 2014, les énergies fossiles ont été financées 9 fois plus que les énergies renouvelables. J'attire juste votre attention sur ce chiffre de 52 milliards d'euros entre 2004 et 2014. Vous vous souvenez que vous venez de répondre à une question sur l'année 2020 et on était à 40 milliards uniquement pour l'année 2020. Donc ça veut dire que les grandes banques financent de plus en plus les énergies fossiles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Deuxième cas, nous diminuons notre empreinte environnementale en économisant le papier, en réduisant nos émissions directes de carbone. Bravo et merci. Mais les émissions directes de carbone représentent moins de 0,1% des émissions totales des banques. Enfin, nous finançons la recherche sur le changement climatique et menons des campagnes de sensibilisation. Oui, mais nous pratiquons également l'évasion fiscale et le fait de financer des programmes, c'est plutôt s'acheter une image vertueuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pratique l'évasion fiscale, tout l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, évidemment, l'État ne peut pas le dépenser pour justement lui-même mener des études et des campagnes de sensibilisation pour l'environnement. Donc on voit qu'entre ce qui est fait et ce qui est dit, il n'y a pas de mensonge dans ce qui est fait, mais il y a beaucoup d'omissions. Juste une petite parenthèse sur l'évasion fiscale. Donc sur une source d'Attaque France, les 5 plus grandes banques, donc BNP Paribas, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Société Générale, ont déclaré en 2015, mais ça a été encore plus après certainement, ont déclaré 5,5 milliards d'euros de bénéfices dans des paradis fiscaux. Ce sont tous ces bénéfices qui évidemment ne sont pas imposés en France et donc qui manquent à l'État. Et BNP Paribas, encore elle, avait en 2017
198 filiales dans les paradis fiscaux. Donc, la première réponse, donc, dans quelle banque épargner? Bah, c'est un peu compliqué d'épargner dans ces grandes banques. Et alors, évidemment, moi, je représente ce soir la nef, mais c'est pas moi qui dis youpi, on est les meilleurs. C'est Oxfam, donc une ONG dirigée aujourd'hui par Cécile Duflot, je crois, ou en tout cas elle l'a dirigée pas mal de temps, qui donc je vous encourage à aller regarder l'étude qui a été faite pour expliciter tous les critères de notation, que je ne développerai pas là, mais là on constate que la nef a une note de 10 sur 10 sur le critère changement climatique, suivi par le crédit coopératif, ensuite la banque postale et en dernier la BPCE et le crédit mutuel. Donc maintenant, on a une idée peut-être déjà un peu plus claire de dans quelle banque mettre son argent. Maintenant qu'on le sait, donc vers quel produit d'épargne aller? Alors, avant de vous dire il faut aller vers tel produit, je vous dresse un panorama rapide, hein. Encore une fois, moi je ne suis pas du tout un financier ni un banquier, mais j'ai réparti les types d'épargne en 3 catégories différentes. Tout d'abord, vous avez l'épargne financière liquide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire liquide? Ça veut tout simplement dire qu'elle est à votre disposition. Vous pouvez vous en servir, même si vous avez placé de l'argent dans un livret A, par exemple, vous pouvez retirer l'argent à tout moment. Donc, on dit que cette épargne est liquide. C'est de l'épargne financière, puisque vous placez un capital dans une banque, et c'est liquide. A contrario, l'épargne financière non liquide, c'est toutes les assurances vie, les PEA, les plans d'épargne retraite, où votre épargne est bloquée alors pendant un certain temps et vous ne pouvez pas la retirer comme vous voulez. Donc ça, c'est de l'épargne non liquide. Et enfin, vous avez de l'épargne financière, c'est principalement de l'épargne immobilière, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un appartement, c'est de l'épargne non financière, puisqu'elle n'est pas placée, pas l'argent lui-même qui est placé à la banque, mais vous allez emprunter pour avoir votre appartement. Donc voilà les trois types d'épargne. Donc évidemment, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si vous savez que vous allez acheter une voiture dans un an, là il faut mettre son épargne dans l'épargne financière liquide, puisque dans un an vous serez obligé de retirer l'argent. Si vous voulez vous assurer, enfin vous prémunir contre les imprévus, c'est aussi de l'épargne liquide. Si vous voulez gonfler votre capital pour la retraite, si votre retraite elle est dans 15 ans, là vous pouvez commencer à placer votre argent dans des assurances vie ou dans d'autres produits d'épargne. Donc voilà un tout petit panorama. Et maintenant, votre premier conseiller, c'est votre banquier. Donc, vous allez aller le voir pour savoir un petit peu, pour savoir ce qu'il en est. Et donc, petit quiz, lorsque vous interrogez votre banquier sur la destination de votre épargne, il peut, réponse A, vous citer exactement les entreprises financées. Réponse B, vous dire le domaine d'activité touché par votre épargne. Ou réponse C, rester sans voix devant cette interrogation étrange car il n'en a aucune idée. Alors, on partirait à 50-50 sur du B et du C. Et on nous dit aussi, tout dépend sur quoi on a placé son épargne. Effectivement, je pense qu'on doit avoir le LDDS en tête. Pratiquement que du B. C'est-à-dire tout le monde pense que, enfin la majorité pense que vous dire le domaine d'activité touché par votre épargne. Voilà. Alors, effectivement, c'est pas complètement faux, mais je vous encourage à faire l'expérience vous-même auprès de votre banquier. Moi, ça a été assez, pour tout vous dire, les 2 fois où je l'ai fait, c'était plutôt réponse C que réponse B. Et la personne en face de moi
m'a trouvé vraiment saugrenu de poser la question, où allait mon argent? Et dans d'autres circonstances, si on ne parle pas d'argent, mais on a toujours envie de connaître d'où vient, par exemple, quand vous achetez un vêtement, de plus en plus de gens veulent savoir d'où il vient, où est-ce qu'il a été conçu. Donc il est, à mon avis, légitime de vouloir savoir un peu que fait la banque de votre argent. Et là, les deux fois, le banquier était vraiment, ne savait pas répondre. Et effectivement, la personne qui a dit ça dépend des placements, oui, effectivement, quand on a, et on va aborder juste après un exemple sur le livret de développement durable et solidaire, quand le nom même du produit d'épargne fait référence à des domaines d'activité, il est plus facile pour le banquier de répondre. Donc le livret de développement durable et solidaire, ça c'est une petite parenthèse pour illustrer un phénomène qui est donc le deuxième point d'achoppement des placements bancaires. Le premier, c'est que les banques financent des énergies fossiles, par exemple. Le deuxième point, c'est qu'elles sont complètement opaques. Donc, le maître mot en termes d'épargne, c'est la transparence. Et en face de nous, on a des gens donc, qui ne savent pas si c'est votre conseiller financier, mais même lorsqu'on parle de livret de développement durable et solidaire, on est à même de se dire, bon, là au moins je suis sûr, le nom il est très très clair, je sais où va mon argent. Et en fait, donc là c'est pareil, vous avez un lien sur plusieurs articles qui vont vous être donnés. En fait, malheureusement, non. Il y a eu donc un label qui s'appelle, une association qui s'appelle Finansol, dont on va parler juste après, qui a posé énormément de questions au gouvernement. Alors, d'abord, qu'est-ce que le LDDS? Tout le monde ne le sait peut-être pas. Donc, le LDDS, livret de développement durable et solidaire, donc c'est un livret réglementé, c'est-à-dire que c'est un livret qui est mis en œuvre par l'État, donc également défiscalisé et liquide, dont les fonds sont disponibles à tout moment. C'est un petit peu comme le livret A, en fait. Au début, il s'appelait le LDD et on a rajouté le S en 2017. Alors pourquoi on a rajouté ce S? Simplement parce qu'on a donné depuis 2017 la possibilité aux épargnants de donner le montant des intérêts, voire même une partie du capital épargné, à des associations relevant de l'économie sociale et solidaire. Donc vous avez une liste d'associations qui est abondée entre guillemets par le LDDS et vous pouvez dire, voilà, moi je reverse mes intérêts à telle entreprise. C'est en ça où ce livret est solidaire. Après, ça c'est une petite parenthèse personnelle, vous pouvez tout à fait, sur un livret standard, décider que vous-même, vos intérêts vont aller à une œuvre ou une association. Pas besoin de créer un outil pour ça. En tout cas, là, c'est facilité, donc voilà. Donc c'est un livret réglementé. Alors ça veut dire qu'il est géré en majorité. Je n'ai pas tout à fait le taux exact, j'ai vu plusieurs choses différentes, mais on peut dire grosso modo à 60%, les fonds collectés par ce LDDS sont gérés à 60% par la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça, c'est le principal établissement financier public. Mais à 40%, il reste géré par les banques. Donc déjà là, tout ne va pas à la Caisse des dépôts et consignations. Et ni l'un ni l'autre de ces établissements, donc que ce soit la banque ou la Caisse des dépôts, n'est en mesure de certifier que les fonds contribuent à financer des projets durables. Donc là, on a des associations, donc ATTAC, l'Observatoire des multinationales, 350.org, qui sont venus, et Finansol, que j'ai cité tout à l'heure, qui ont interpellé l'État, le gouvernement, en dénonçant cette opacité, en disant, mais en fait, on se rend compte que même des multinationales qui contribuent au dérèglement climatique font partie des investissements privilégiés par la Caisse des dépôts. Donc là encore,
on a interpellé, ou certaines associations ont interpellé l'État en lui demandant de mieux flécher l'épargne des citoyens. Alors, sur ce livret principal, depuis 2020, suite aux efforts de Finansol, l'État s'est engagé, est en cours de rendre plus transparent le LDDS. Donc, je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais je sais qu'il y a quand même eu une action forte de Finansol et qu'il y a eu des répercussions réelles sur sur l'État et sur la réaction de l'État. Donc, on voit qu'en fait, là, il est très, très difficile de savoir quand on épargne dans un placement un peu standard, hein, le LDDS, c'est pas des SICAV, c'est pas des SICAV monétaires, c'est pas des actions, c'est pas compliqué. Mais même là, on ne sait pas vraiment où va l'argent. Donc on a parlé de LDDS. Maintenant, je voulais faire quand même un petit point sur. Donc on a vu hein, les banques énergie fossile financées, le manque de transparence. Est-ce qu'il en va de même pour l'épargne solidaire? Ça, c'est la vraie question. Tout d'abord, j'aurais moi une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, si vous êtes à l'écoute de cette conférence, je pense que vous êtes sensibilisé que peut-être même vous avez déjà épargné solidaire. La première vraie bonne nouvelle, c'est que d'abord, excusez-moi, qu'est-ce que l'épargne solidaire? L'épargne solidaire, ce sont des produits d'épargne qui permettent de faire fructifier son argent tout en participant aux enjeux de société. Donc, les enjeux de société, ça peut être la lutte contre le chômage, le mal logement, le développement de l'agriculture biologique, des énergies renouvelables, etc., etc. Donc ça, c'est une définition issue de Finansol. Donc, comme je le disais, la première bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir épargner solidaire. Sur la seule année 2019, il y a eu 810 000 nouvelles inscriptions d'un placement solidaire qui ont déposé donc 3 milliards d'euros supplémentaires sur les fonds solidaires. Et à fin 2019, il y avait 15 milliards d'euros disponibles pour de l'épargne solidaire. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Pour rappel, voilà, tout à l'heure on a vu 40 milliards de la BNP pour les énergies fossiles, mais finalement on n'est pas si loin. Et surtout entre 2004 et 2014, je crois que c'était 6 milliards, oui, 6 milliards d'euros pour les énergies renouvelables par la BNP. Là, on est sur des montants qui sont déjà assez colossaux, hein, 15 milliards d'euros. Donc, c'est très encourageant puisque ça montre que de plus en plus de personnes font attention à la planète et veulent épargner solidaire. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que aussi l'État va un peu dans le sens de l'histoire, alors pas assez certainement. Depuis janvier 2010, donc c'est selon la LME, la loi de modernisation de l'économie, toute entreprise qui dispose d'un système d'épargne salariale doit obligatoirement proposer aux salariés un FCP, un fonds commun de placement d'entreprise solidaire. Donc ça, c'est quand même une marque forte. Ça veut dire que quand vous avez de l'intéressement ou de la participation dans votre entreprise, l'entreprise doit vous proposer un des placements comme étant un FCPES, un fonds commun de placement d'entreprise solidaire. Ça, c'est très très bien. La troisième bonne nouvelle, alors qui, on va le voir, n'est qu'une semi-bonne nouvelle, c'est que on sait que les banques profitent justement de ce dynamisme de l'épargne solidaire pour, alors on n'est pas dans le greenwashing, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais c'est un petit peu ça, pour essayer de saupoudrer de vert tous leurs placements. Donc on a 3 labels qui ont été créés. Alors là, c'est peut-être un petit peu petit, mais pour ceux qui ont du plein écran, c'est peut-être visible. 3 labels principaux qui sont ISR, Greenfin et Finansol. Je commencerai par le deuxième ISR. Donc c'est un label qui a été créé par le ministère de l'économie et des finances.
L'objectif, c'est de repérer des fonds qui appliquent une démarche de sélection des actifs, donc des entreprises financées par leur fonds d'investissement. Donc c'est une méthode, entre guillemets, rigoureuse, mais et le critère qui reste assez flou, c'est concilier la performance économique et l'impact social et environnemental. Mais on n'en dit pas plus. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 fonds qui sont labellisés ISR. Donc ISR, c'est investissement socialement responsable. Et alors c'est à la fois des placements boursiers un peu standards, mais aussi des fonds d'investissement non cotés, des fonds immobiliers, de l'assurance vie. Il y a un peu de tout. Plus proche de notre sujet aujourd'hui, donc l'épargne au service de l'environnement, le label Greenfin, label France Finance. Donc c'est un label qui a été créé en 2016, pardon. Il ne s'appelait pas comme ça, il a changé de nom en 2019 et il s'appelle maintenant Greenfin, créé par le ministère de la Transition écologique. Et là, il sert à identifier des placements verts, donc des entreprises qui financent la transition énergétique. Là aussi, on n'est pas dans des critères avec des pourcentages très précis. On dit les placements doivent majoritairement, alors si majoritairement, normalement c'est à plus de 50%, investir dans l'un des 8 secteurs prioritaires pour la transition écologique. Je ne vous liste pas les 8, mais c'est pareil, vous avez dans le site de Greenfin, c'est précisé très bien. Mais là, c'est simplement une cinquantaine de fonds qui ont obtenu ce label et c'est surtout des placements à risque, donc des fonds cotés en bourse, des fonds alternatifs. Je ne suis pas sûr que ça soit exactement le cœur de l'épargne que vous souhaitez, que nous souhaitons tous faire. En revanche, il y a un troisième label qui pour moi a vraiment une vocation très forte, c'est le label Finansol. Alors déjà, c'est le plus ancien, il existe depuis 1997. Deuxièmement, c'est une association indépendante qui l'a créé, avec pour objectif, dès 1997, de distinguer des produits d'épargne solidaire avec les autres produits d'épargne grand public. Et donc là, on est sur des chiffres plus précis. Donc c'est financer des entreprises solidaires ayant pour activité l'un des domaines éligibles, ou verser au moins 25% des intérêts générés à des associations œuvrant dans l'une des thématiques. Donc c'est soit vert, soit solidaire. Et là, on est plus sur des placements standards, type livret d'épargne, fonds d'épargne salariale, il y a quelques fonds d'investissement. Il y a plus de 150 produits d'épargne solidaire qui sont labellisés Finansol. Tous les produits d'épargne de la nef sont labellisés Finansol. Donc déjà, vous pouvez être assuré si vous épargnez dans un produit Finansol, il y a une certaine quand même caution, une certaine garantie, même si on ne pourra pas vous dire exactement forcément quelles entreprises sont financées. Enfin, avant d'aborder la présentation de la nef, je voulais vous parler d'une nouvelle entreprise, donc un site internet, une start-up comme on dit, qui s'appelle lita.co. Pourquoi? Parce que avec ce site internet, vous avez la possibilité d'investir directement dans des entreprises de la transition écologique et sociale. Donc là, ça répond parfaitement à la notion de transparence, puisqu'il n'y a même plus d'intermédiaire. Lita.co, c'est une plateforme qui vous met en rapport avec qui sélectionne des projets donc œuvrant dans la transition écologique et sociale. Donc là, c'est parfait, puisque vous savez exactement dans quelle entreprise vous allez investir. Donc ça, c'est le côté très positif. Le côté, entre guillemets, négatif, c'est que votre épargne ne sera jamais liquide, puisque c'est toujours soit des obligations, soit des actions. Et surtout, le fait d'investir directement dans une entreprise, si l'entreprise fait faillite, vous avez perdu tout le capital investi. Donc, ça peut être intéressant. Les banquiers ont un grand mot à la bouche qui est la diversification des placements. Moi, je ne suis pas banquier, mais effectivement, s'il y a vraiment de l'argent dont vous êtes certain de ne jamais avoir besoin,
S'il y a un projet sur le site de l'ITA qui vous tient particulièrement à cœur, allez-y. Et là, vous saurez, vous ferez partie prenante d'un projet en général. Mais attention au risque. Voilà la première partie. Donc, j'ai essayé de balayer un petit peu les différentes notions d'épargne, toutes les offres qu'on pouvait vous donner et bah, vous mettre en garde un petit peu sur déjà vous faire prendre conscience que votre argent a un impact carbone, on va le voir après avec des exemples précis, mais votre argent a un impact sur la planète et malheureusement, en fonction de l'endroit où vous le mettez, l'impact n'est pas forcément positif. Et enfin, le deuxième point qui était le plus important à mon sens, c'est la notion de transparence ou d'opacité. Vous ne savez pas où va votre argent. Donc là maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la nef. Donc on a vu que selon Oxfam, la nef était numéro 1 de la Banque pour le climat. Donc ça, c'est déjà une première chose positive. Alors la nef, en fait, à la base, c'était une association qui a été créée en 1978. Donc ça fait 42 ans, si je calcule bien. Donc d'abord, c'était une association. Et ensuite, pour des raisons légales, elle a été obligée de se transformer en société financière de crédit. Donc son but, il est très clair, c'est financer des projets dans les seuls domaines environnementaux, sociaux ou culturels grâce à l'argent collecté auprès des épargnants. C'est une coopérative, ça c'est très très important, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Quasiment toutes les banques ne sont pas des coopératives. Qu'est-ce qu'une coopérative? C'est une entreprise dans laquelle chaque actionnaire, enfin chaque détenteur de parts sociales, a une voix au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que lors des assemblées générales, il va avoir un vote, qu'il ait 1000 euros d'action ou 1 million d'euros d'action. Donc la gouvernance est beaucoup mieux répartie, ce qui est un plus aussi pour la stabilité de ces entreprises. Il est beaucoup plus compliqué de faire une OPA sur donc une offre publique d'achat, de vouloir racheter une coopérative parce que les fonds sont très très disséminés. Donc c'est important, le fait d'être une coopérative, c'est une gouvernance à plusieurs et c'est pas toutes les décisions qui viennent d'en haut. Donc voilà sur le modèle. Et aujourd'hui, la nef, c'est plus de 60 000 alors clients, on va dire épargnants, dont près de 40 000 sociétaires. Donc on va voir un petit peu plus tard les différences entre sociétaires, clients, etc. Mais en fait, on est vraiment dans un circuit court de la finance. Vous avez d'un côté des épargnants qui vont confier leur argent à la nef, et la nef va les prêter à des porteurs de projets. Donc voilà, il n'y a pas 36 intermédiaires. La nef, ça veut dire nouvelle économie fraternelle à la base, et non pas nouvelle économie financière. Ça aurait pu être ça aussi. Donc la nef est juste là pour mettre en lien des gens qui ont de l'argent avec des gens qui en ont besoin. Alors, c'est pas une. Je vous ai dit que la nef avait maintenant 42 ans, donc c'est une entreprise qui est vraiment installée. C'est pas une utopie de quelques personnes qui voulaient aider des agriculteurs biologiques à se financer, par exemple. Non, non. Il y a vraiment un système pour pouvoir euh, proposer un livret, par exemple. Il faut être agréé par la Banque de France, par l'ACPR, qui est l'organisme de contrôle de la Banque de France. Donc on est vraiment sérieux et on est d'autant plus sérieux que la nef est la seule banque qui est reconnue ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, et tout ce que je l'ai dit tout à l'heure, tous les produits d'épargne de la nef sont labellisés Finansol. Voilà, ça c'était le côté un peu rassurant et institutionnel. Alors maintenant, on va jouer au même jeu que tout à l'heure. Lorsque vous interrogez la nef sur la destination de votre épargne, elle peut, réponse A,
Vous citez exactement les entreprises financées. Réponse B, vous dire le domaine d'activité touché par votre épargne. Ou réponse C, rester sans voix aussi devant cette interrogation étrange qu'elle n'en a aucune idée. Donc, principalement, évidemment, de la réponse A. Donc, tout le monde pense que la nef peut nous citer exactement les entreprises financées. Et il y a un peu de B. Et voilà. Si c'est, il y a quelqu'un qui dit que si c'est C, je quitte la réunion. Eh bien, vous pouvez rester parce qu'effectivement, c'est la nef est la seule banque qui publie un catalogue, alors papier ou sur le lien. Donc, pareil, elle va vous mettre le lien des placements 2019. Je crois que les 2020 sont aussi disponibles. Et ça, c'est très très important et c'est très valorisant pour un épargnant. Vous pouvez vous dire, ah bah oui, mon épargne, elle a financé tel et tel et tel projet dans ma région ou en dehors de la région. Alors la seule chose que vous ne pouvez pas faire à la nef, c'est dire, je veux que mon épargne finance tel projet en particulier. En revanche, ce que vous savez, c'est que donc la nef ne finance que des projets écologiques, sociaux ou culturels. Alors là, j'ai pris quelques exemples dans chacun des trois domaines. Donc je les ai ciblés plutôt sur la région parisienne, puisque je pense que la grande majorité d'entre vous habitent en région parisienne. Donc dans l'écologie, vous avez des jardins urbains qui ont été financés. C'est l'association Veni Verdi à Paris dans le 20e. Vous avez énormément de magasins Biocoop. Alors pourquoi? Parce que Biocoop, dans le système de gouvernance, a une voix au conseil d'administration de la nef. Vous avez également Terre de Liens qui a une voix au conseil d'administration de la nef. Et à l'inverse, la nef a une voix au conseil d'administration de Biocoop et de Terre de Liens. Donc ça permet de vraiment renforcer les liens et les synergies. Donc quasiment tous les magasins Biocoop qui se créent en France empruntent à la nef. Donc il y a un partenariat très très durable là-dessus. Donc ce sont des magasins Biocoop, ce sont les magasins aussi les nouveaux Robinson. Il y en a quelques-uns en région parisienne. Ça peut être du maraîchage bio. Alors du maraîchage bio, j'en ai pas trouvé en région parisienne, hein. Même si vous avez quelques structures. Donc là, j'en ai trouvé une dans le Morbihan, les Oasis de Baden. Ça peut être de la production d'énergie renouvelable, hein, beaucoup aussi. Par exemple, l'organisation Citoyen ENR à Toulouse. Donc ça, c'est tout pour l'écologie. Dans le domaine social, vous avez par exemple de l'insertion. Des traiteurs qui vont embaucher des gens en insertion. Ça peut être du transport de personnes handicapées. Et dans le domaine culturel, ça peut être des librairies. Donc vous avez à Paris, vous avez l'Impromptu par exemple dans le 11e rue Sedaine. Ça peut être des maisons d'édition, une maison d'édition dans la spiritualité qui s'appelle Synchronique Édition, qui est dans le Val-de-Marne. Ça peut être des tiers-lieux comme la Cité Fertile à Pantin ou des écoles alternatives comme l'école coopérative à Boulogne-Billancourt. Donc voilà, à la nef, on peut nommer et on est très fiers de nommer tous les projets que l'on soutient. La nef est reconnue comme la banque du climat, donc ça on l'a vu par Oxfam. Je vous ai mis aussi un petit triangle vertueux ou pas. Il y a des gens, donc là c'est aussi Oxfam en l'occurrence, qui a essayé de chiffrer l'impact carbone, l'empreinte carbone des banques françaises. Donc à chaque fois que vous épargnez 1 euro à la nef, en fait vous dépensez 200 grammes d'équivalent carbone. Ce qui est intéressant, très honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour un particulier. Mais ce que je sais, c'est que si je mets 1 euro au crédit agricole, mon empreinte carbone, elle n'est pas de 200 grammes par euro, mais de 1 kg, un peu plus d'1 kg par euro. Donc je vous laisse faire la conversion si vous
épargner 5 000 ou 10 000 euros, bah, on va rapidement chiffrer en tonnes d'équivalent carbone. Et là, encore une fois, la nef, donc évidemment, de par les entreprises qu'elle soutient, qu'elle finance, elle est beaucoup moins gourmande en empreinte carbone. Enfin, bah ça on en a parlé beaucoup, mais je crois que c'est un des très très gros atouts de la nef. Bah, la nef est 100% transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet financé qui est caché. Tous les projets financés sont publiés sur le catalogue des projets financés. Alors là, eh bien, pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire, une très très courte vidéo. Mamie Marie est une épicerie bio, vrac et locale, attentive à la réduction des déchets. Nous proposons à nos clients de venir avec leurs propres contenants. Nous travaillons en direct avec des producteurs locaux, favorisons les circuits courts, les modes de production artisanaux et les produits éco-responsables. Chez Mamie Marie, comme dans une épicerie classique, on retrouve tous les produits du quotidien, des fruits et légumes, des produits frais, de l'épicerie sucrée et salée, des produits d'hygiène et d'entretien. Nous avons fait appel à la nef pour financer notre projet. C'était important pour nous de faire appel à un établissement qui partage des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons. Ce que nous apprécions d'autant plus avec la nef, c'est que notre emprunt est de l'argent réel qui provient des sociétaires et épargnants. D'ailleurs, certains d'entre eux sont devenus nos clients. Donc, bah, vous avez une bonne illustration d'un projet. Il y a d'autres vidéos aussi sur YouTube, sur plein d'autres projets qui ont été financés. Donc voilà, je vous encourage à les regarder si ça vous intéresse. Quelques compléments sur la nef. La nef dit non aux paradis fiscaux et à la spéculation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça c'est un chiffre un peu qui m'a vraiment effaré, l'argent des banques ne vient plus en majorité du dépôt des clients. Donc l'argent de dépôt des clients ne représente que 25% de l'argent des banques. Aujourd'hui, l'argent des banques provient à 55% des marchés financiers. Bah, à la nef, non, la totalité de l'argent de la nef provient des dépôts des épargnants. Donc ça, c'est important. Une vraie banque coopérative, donc ça, on en a parlé, hein, les statuts et une personne, une voix. La seule banque avec des bénévoles, effectivement, c'est un clin d'œil, mais donc nous sommes à peu près 200 personnes en France à parler de la nef, à faire en sorte que la nef soit de plus en plus connue du grand public. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à propager la bonne parole aussi autour de vous. Et on est organisé en comités locaux. Donc il y a un comité local de Paris, le groupe local de Paris. Donc on se réunit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend. Et on essaye donc soit de participer à des événements comme celui de ce soir, soit à accompagner des emprunteurs, puisque une fois que l'emprunt est fait, bah, c'est bien de garder un lien, et ça c'est unique, et c'est grâce à l'apport des bénévoles. C'est bien de garder un lien avec les emprunteurs bah, pour savoir s'ils vont bien, pour savoir pour leur donner des informations aussi sur la nef, parce qu'on est partenaire. Donc voilà, la seule banque avec des bénévoles et la seule banque agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, pour terminer rapidement, mais c'est peut-être le plus important, on termine par le plus important. On a vu que bon, bah, voilà, la conclusion, c'est que le plus vertueux, c'est d'épargner à la nef, mais comment on peut mettre son argent à la nef? Le plus simple, c'est d'ouvrir un livret. Donc le livret nef, c'est un peu comme le livret A, sauf que c'est un livret qui n'est pas réglementé. Le livret A, c'est fait par le livret A, donc il est aujourd'hui, je crois, à 0,5% d'intérêt. Mais il faut savoir que les livrets déréglementés, donc ceux qui sont proposés par des banques, mais sans l'appui de l'État, ils sont plutôt aujourd'hui aux alentours de 0,25%. Même si on compare, donc là, le livret nef, aujourd'hui, il est, alors là, accrochez-vous bien, c'est pas avec ça que vous allez gagner des millions, il est à 0,05% d'intérêt. Donc c'est très très symbolique. Donc vous allez vous dire, bon bah,
nul, c'est pas la peine. Moi, 0,05 quand même, c'est 10 fois plus. Oui, mais alors, faites un tout petit exercice. Donc là, on a fait, que des gens de la nef ont fait. Si vous déposez 5 000 € sur un livret A, ben en fait, vous allez avoir 25%, 25 € d'intérêt par an. Et avec la nef, vous n'aurez effectivement que 2,50 € d'intérêt par an. En fait, vous allez perdre 22 € par an. Ça fait grosso modo 2 €, enfin un peu moins, 1,88 € par mois. Donc là, la nef dit c'est quasiment 2 cafés. Bon, nous, on habite en région parisienne, donc c'est à peine un café par mois d'intérêt. Donc voilà, tout est relatif. Les pourcentages, ce sont des choses très relatifs. Et quand on parle de valeur, bah, aujourd'hui, alors je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un banquier, mais aujourd'hui, les banques trouvent de l'argent avec des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire qu'elles vont emprunter 1000 aujourd'hui et ne rendre que 995 ou 998 dans quelques mois ou quelques années. Donc, on ne peut pas rémunérer très fortement les épargnants. Et de toute façon, on part du principe aussi, quelque part, que l'épargne à la nef, il faut le reconnaître, hein, c'est une épargne militante et que la transparence vaut bien un café par mois. Donc ça, c'est pour le livret. Donc c'est comme un livret A, c'est très simple. Vous ouvrez un livret, vous versez de l'argent comme vous voulez et puis vous le reprenez comme vous voulez. Jusqu'à 100 000 € de versés sur ce livret, l'épargne est complètement garantie. C'est-à-dire que si demain la nef fait faillite, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne pense pas, vous récupérez quand même vos 100 000 €. Donc là-dessus, c'est quand même aussi très rassurant. Deuxième possibilité, les comptes à terme. Donc là, les comptes à terme sont un peu plus rémunérateurs. Je n'ai pas les taux en tête parce que ça varie assez régulièrement et surtout ça varie en fonction du terme. C'est-à-dire que si vous dites j'accepte de bloquer mon argent pendant 5 ans, votre taux d'intérêt sera un peu plus élevé que si vous dites bah non, je le bloque que pendant 2 ans. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et alors sur l'un comme sur l'autre des placements, vous avez la possibilité, donc c'est en ça aussi où c'est solidaire, de donner tout ou partie de vos intérêts à une des associations partenaires. Et vous avez aussi la possibilité de minorer votre rémunération. Mais enfin bon, quand on est sur 0,05, hélas, plus grand-chose à minorer. Mais voilà, donc ça, ce sont les deux produits d'épargne assez simples. Et il y en a un troisième qui est quand même le plus important pour la nef, c'est prendre des parts sociales, donc c'est devenir sociétaire de la nef. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez la nef, pour pouvoir prêter plus d'argent, elle a besoin de plus de capital social. Pour faire des prêts plus importants, elle a besoin de plus de capital social. C'est quelque part le matelas d'argent qu'elle va avoir à sa disposition et qui va lui permettre d'emprunter plus. Aujourd'hui, la nef est bloquée dans ses montants d'emprunt. Elle ne peut pas prêter plus de 4 millions d'euros. Alors vous allez me dire, c'est déjà beaucoup, hein. Et ça progresse puisqu'il n'y a pas si longtemps, on était à 2 millions. Aujourd'hui, la nef ne peut pas prêter plus de 4 millions à un seul projet. Si le capital de la nef augmente, on pourra aussi augmenter le montant d'emprunt. Donc voilà, accorder plus de crédit, renforcer ses moyens d'action et prendre part aux orientations stratégiques en votant en Assemblée générale. Donc voilà la troisième possibilité d'épargne, ce sont les parts sociales. Donc j'en ai fini avec cette présentation. J'espère avoir été le plus clair possible en ma qualité de bénévole, hein. Vous pardonnerez toutes les approximations. J'ai quand même pris soin de sourcer toutes mes affirmations dans des sources autres que la nef. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, vous avez le site internet, vous avez le lien, vous avez le mail, le téléphone, c'est la délégation des particuliers. Et maintenant, si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre.
Merci beaucoup Olivier, c'était super intéressant. Enfin voilà, moi j'ai pas trop de connaissances là-dessus et j'ai beaucoup appris avec cette présentation. Donc il y a eu beaucoup de questions. Donc Super. on va commencer, on va dire, du plus simple au plus complexe parce que, comme l'a dit Olivier, il n'est pas salarié à la nef, donc enfin, ni ne travaille dans la finance. Donc voilà, il y a des questions un peu poussées, donc je préfère te les garder à la fin pour voir si tu t'échauffes plutôt bien ou pas. Alors, première question. Est-ce qu'on peut avoir un compte courant à la nef? C'est, c'est la question qui me surprend le moins, puisque lorsqu'on tient des stands pour la nef, c'est la question qui revient le plus. Donc non, il n'est pas possible d'avoir un compte courant à la nef. Cela dit, alors pour des raisons qui sont très très simples, alors je vais rentrer 2 secondes dans un tout petit peu de technique. En fait, pour être une banque en France, il faut être adossé à une des grandes banques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, c'est cette grande banque qui va garantir la solvabilité d'un nouvel entrant dans le milieu bancaire. Nous, notre partenaire, c'est depuis le début le Crédit Coopératif. Vous avez vu dans les banques du climat que c'est pas c'est pas un hasard puisque c'est la deuxième banque après la nef la plus vertueuse en matière de climat. Le Crédit Coopératif, à la base, c'est une banque pour les associations, pour les professionnels. Nous, on était une volonté de banque, on va dire, pour les particuliers. Donc on était très complémentaires les uns des autres. Et il y a eu la création dans les années 90-2000, je crois, d'un livret nef, le Crédit Coopératif, parce qu'à l'époque, la nef ne pouvait même pas proposer de livret. Et ça a marché jusqu'au moment où le Crédit Coopératif a été racheté par BPCE, Natixis. Et depuis, donc c'était dans les années 2010, depuis les relations se tendent et le Crédit Coopératif, s'il ne valide pas des projets de la nef, eh ben, il les bloque. Donc, il y avait un projet qui était effectivement le compte courant. Il y a 2 ans, il y a eu une grande campagne sur le compte courant. Cette campagne a été bloquée très clairement par le Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif ne nous a pas donné les moyens de créer ce compte courant. Cela dit, sans rentrer dans le débat, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'en fait, c'est la première image, c'est de dire oui, ben moi je veux un compte courant à la nef, c'est très symbolique et on vous en remercie. Mais il faut savoir que il y a 8 fois plus d'argent déposé sur des comptes épargne ou sur des comptes en actions que sur des comptes courants. Le compte courant, normalement, il est là que pour alimenter les dépenses courantes. Donc, en termes de volume d'épargne, le compte courant n'a quasiment pas d'intérêt. Il vaut beaucoup mieux mettre l'argent dans un premier stade sur un livret nef. Dès que vous avez un peu trop d'argent sur votre compte courant, vous versez de l'argent sur votre livret nef. Il continue à être liquide, mais il va faire travailler des entreprises à forte valeur environnementale et solidaire. Donc, hélas, on ne peut pas. Mais finalement, c'est pas si grave parce que c'est pas là où se trouve le volume d'argent épargné le plus important. Très très bien. Est-ce que la nef, du coup, c'est une banque ou pas une banque? Eh bien oui et non. Oui, c'est une banque parce qu'elle a un agrément bancaire, parce qu'elle peut dispenser des produits financiers, parce qu'elle est là aussi, la vocation première d'une banque, normalement, c'est exactement la vocation de, de la nef, c'est l'argent relie les hommes. La banque relie les hommes, elle relie des emprunteurs et des épargnants. Donc oui, en ça, la nef est une banque, elle a un agrément, mais elle a un agrément limité. Et si on dit bah, non, on ne peut pas avoir de compte courant avec la nef, ce n'est pas une banque dans le plein exercice de ses fonctions. D'accord. Et donc, du coup, quelqu'un nous a posé, avant que tu parles du livret nef, peut-on avoir un livret A à la nef et faut-il que son salaire soit versé à la nef pour pouvoir l'avoir?
Alors, il faut distinguer le livret A, qui lui est un livret réglementé. Donc, la nef ne propose pas de livret A. En revanche, vous pouvez très très bien avoir un livret A dans votre banque habituelle et avoir un livret nef. Il n'y a pas d'interdiction de cumul. Alors, je crois que vous ne pouvez pas avoir deux livrets A dans deux banques différentes. En revanche, un livret déréglementé, il n'y a aucun problème. Et non, vous n'êtes pas obligé de verser votre salaire dessus. La recommandation que je viens de faire, enfin c'est ce que je fais moi à titre personnel, vous avez un bénéficiaire de virement sur votre banque normale. Bah, dès que vous avez un peu trop d'argent sur votre compte courant, euh, bah, pour ne rien vous cacher, je suis à la banque postale. Dès que j'ai un peu trop d'argent sur mon compte courant de la banque postale, eh ben, je fais un virement sur mon livret nef et en 3 secondes, ça y est, l'argent est transféré. Donc non, non, on n'a pas besoin de virer son salaire à la nef. D'accord. Pouvez-vous donner les critères ayant abouti au classement des banques ou bien où trouver ces critères? Les critères, mais là, si, quand même, oui. Les premiers critères, c'est le premier critère que j'ai évoqué avec vous, c'est quelles sont les entreprises financées par ces banques. Et quand on voit que la BNP Paribas, mais les autres aussi, financent 9 fois plus les énergies fossiles que les énergies renouvelables, bah déjà là, vous avez la réponse. Là, on vient de nous demander, est-ce que, donc tu parlais de virer de l'argent de la banque à la nef dans le livret, est-ce que du livret à ton compte courant, c'est aussi facile? Ah oui, 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 tout à fait. Mais ça, je l'ai déjà fait aussi. C'est quasiment instantané. D'accord. Est-ce que tu parles du coup que la nef finance des projets écologiques, culturels et sociaux? On nous demande si il y a une définition de la nef sur ce qu'ils considèrent comme écologique. Parce que par exemple, d'après la personne qui nous pose la question, les pays nordiques veulent définir le bois coupé comme écologique. Voilà. Donc, est-ce que la nef détermine, a des critères pour déterminer une entreprise comme étant écologique ou pas quand il décide de la financer? Alors, je ne sais pas s'il y a une liste très très précise de critères. En revanche, une chose qui est très 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 intéressante, c'est que quand la nef a des doutes, alors c'est plutôt parce que l'écologie, alors effectivement, le bois coupé, je ne sais pas, mais l'écologie, il y a quand même énormément, enfin tout ce qui est à partir de l'agriculture biologique jusqu'à la transformation, jusqu'à à la distribution de produits bio. Ça, c'est assez simple. En revanche, quand on définit le culturel ou le social, par exemple des écoles alternatives, des écoles Montessori, euh, la question se pose. Il peut se poser, et parfois la nef hésite à dire, bon, bah, effectivement, ça c'est éligible ou pas. Et dans ces cas-là, elle peut être amenée à échanger avec les sociétaires actifs. Donc ça, c'est aussi exceptionnel. Une banque ne va pas appeler ses épargnants pour dire est-ce que je peux prêter à cette entreprise ou pas. Là, au groupe local de Paris, ces 2 dernières années, on a été sondé 2 fois sur des projets pour lesquels la nef avait un doute. Et au final, après échange, il a été décidé de ne pas financer ces projets. Mais donc les sociétaires, quand on dit que les sociétaires font vraiment partie de la gouvernance, là on est complètement dedans. Très bien. Il y a des questions qui se rejoignent un peu toujours sur les comptes courants et la relation entre la nef et le crédit coopératif. Ça, tu en as déjà parlé. Est-ce qu'on peut être coopérateur, coopératrice sans faire de placement? Qu'est-ce que vous entendez par coopérateur, coopératrice? Donc, comme tu disais que c'était une coopérative, je pense aussi que ça parle de la notion D'accord. de sociétaire.
Voilà. Non, par définition, en fait, la coopérative appartient à ses actionnaires. Donc, si vous n'êtes pas actionnaire, vous n'appartenez pas à la coopérative. Donc, pour vraiment faire partie de la coopérative, il faut prendre des parts sociales. Alors, il me semble que le minimum, c'est 100 euros. Donc, c'est rien. Alors, je me trompe peut-être, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Le minimum pour avoir, alors, il me semble que la part sociale est à 30 euros et qu'on doit avoir 3 ou 4 parts sociales au minimum pour être actionnaire de la nef et pour du coup avoir une voix comme les autres à l'Assemblée générale. Oui, c'est pas, ça s'accumule. Les voix s'accumulent pas en fonction du nombre de parts qu'on a Non, dans la exactement. nef. Ok. Donc, on entend de plus en plus parler de néobanques éthiques. Est-ce qu'elles ont un lien avec la nef? Alors, pas du tout. C'est très intéressant ce nouvel engouement, hein. Alors, qu'est-ce qu'une néobanque? J'ai eu une petite formation récemment, mais je vais essayer de le transcrire en termes simples. En fait, la néobanque, elle a juste un agrément de paiement et elle a juste un agrément en fait de collecte de fonds. Donc, quelque part, la seule façon d'être un peu vert ou solidaire pour une néobanque, il y en a certaines qui vont dire, nous, on va analyser vos dépenses et on va vous dire si vous êtes vert ou vous n'êtes pas vert. OK, mais ce qui est important, c'est qu'elles vont devoir verser l'argent qu'elles collectent dans ce qu'on appelle un compte de cantonnement. Donc, ce qui veut dire que l'argent de ces néobanques ne leur appartient pas vraiment et quelque part, on revient au même problème qu'avant, à savoir la transparence. Il y a une des néobanques qui en fait est une filiale de la Société Générale. Il y a une autre néobanque qui est une filiale de Solaris Bank, qui est une banque, je crois, allemande. Ce qui serait intéressant, c'est que ces néobanques soient, entre guillemets, partenaires de la nef, c'est-à-dire que le compte de cantonnement de ces néobanques soit mis à la nef. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine qu'il doit y avoir des échanges en ce sens avec la nef. Donc, les deux peuvent être complémentaires et on n'est pas vraiment dans une concurrence puisque les néobanques, c'est en fait simplement des facilités de paiement pour l'épargnant et ça collecte des fonds. Ok, on va faire encore quelques... Donc on nous dit que c'est bien pour devenir sociétaire, il faut 3 parts de 30 euros, soit 90 euros. Merci Carla. Encore quelques petites questions, même s'il y en a eu beaucoup plus. Quelle est la différence entre la nef et le crédit coopératif? Alors, très bonne question. Les différences en fait sont de plus en plus importantes. À la base, c'était vraiment des partenaires, donc le Crédit Coopératif qui lui était une vraie banque qui avait donc tous les agréments de la CPR. La nef qui est venue s'adosser au Crédit Coopératif pour pouvoir développer des produits d'épargne. Maintenant, le Crédit Coopératif a été racheté par Natixis, par le groupe BPCE. Donc, on s'éloigne de plus en plus. Et je pense qu'on va s'éloigner définitivement un jour ou l'autre. Mais voilà, on était assez proches. Alors, cela dit, ne soyons pas complètement pessimistes. Nous, on n'a jamais dénoncé des agissements du Crédit Coopératif. Regardez quand même le classement des banques du climat. Le monde idéal n'existe pas, mais dans un monde où on va réduire l'empreinte carbone au maximum, l'idéal, c'est quand même aujourd'hui d'avoir son compte courant au Crédit Coopératif et d'avoir un livret nef à côté. C'est le plus vertueux aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux juste expliciter ce que c'est BPCE?
Alors, le terme, je crois que c'est c'est la réunion de banque populaire et caisse d'épargne. C'est ça. Eh bien, on va terminer ici. Je te remercie beaucoup, Olivier. C'était très, très Ben, intéressant et tu as pu répondre à toutes les questions, quasiment. super. On nous dit merci, merci beaucoup. Bah, merci à vous d'être présents comme à chaque fois. On vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.